Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Approche Globale Autisme de notre association. Aujourd'hui, je reçois Lourdes Mounien, qui est un de nos parrains. Lourdes est maître de conférence à Aix-Marseille Université. Dans son laboratoire, donc, il s'occupe principalement du cardiovasculaire et de la nutrition. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement appuyer notre visioconférence sur l'alimentation et le cerveau. Donc, je vais laisser Lourdes parler. À vous. Merci. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation sur ce sujet qui est passionnant. Alors là, bon, je vais essayer d'être court, 20 minutes. C'est un sujet qui est tellement large qu'on pourrait parler des heures et des heures. Donc, je vais essayer un peu de cibler sur les liens qu'il y a entre notre nutrition et notre santé mentale. Et puis, voilà, parler des choses qui vous, voilà, des choses auxquelles vous vous occupez, en particulier le microbiote, quelques mots sur le microbiote. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique en 20 minutes. Donc, comme je vous dis, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures et des heures. Alors, effectivement, les liens entre notre alimentation et notre cerveau ne sont plus à faire. Et là, je rappelle juste quelques études très connues. Et en particulier, cette étude, alors c'est une revue qui date de 2008, qui recensait un peu les études qui montraient que l'alimentation agit sur notre cerveau, en particulier le développement. Et là, vous voyez un exemple ici d'études qui montrent qu'au fait, notre alimentation, et là, dans ce cas précis, l'acide docosahexaénique, donc DHA, qui est un acide gras polyinsaturé de type oméga 3, a été essentiel pour l'encéphalisation, c'est-à-dire le développement du cortex préfrontal, qui est une structure très, très importante pour l'interaction avec les autres. Et donc, l'apport avec de cet acide gras a été essentiel pour le développement de ces structures et donc de développement des interactions avec les autres. Et sur votre droite, on peut voir aussi qu'effectivement, on montre une corrélation entre la consommation de poissons riches en oméga 3, je ne sais pas si on voit la flèche, je ne pense pas, riches en oméga 3 et la prévalence de la dépression. On voit que des pays comme le Japon qui consomment beaucoup de poissons riches en oméga 3, eh bien, la dépression et la prévalence de la dépression est moins importante. Donc voilà, les liens sont connus. Nous, on va aller un peu plus en détail sur des aspects qui intéressent. Et donc, comme je vous dis, les nutriments, en particulier tous les nutriments, quand on mange, en fait, on fournit des nutriments. Alors, ce sont des macronutriments, qui sont les graisses, les lipides et les protéines, mais souvent, on oublie aussi les micronutriments, comme les vitamines, qui sont aussi essentiels pour le fonctionnement de notre cerveau, le développement du cerveau. Et dans cette présentation, qui va être, même si elle est courte, on va voir quand même des notions importantes, notre alimentation, en fait, peut agir à différents niveaux, faire intervenir différents acteurs. Je remets bien la présentation, là, tac, voilà, à différents niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, nos signaux nutritionnels, nos nutriments, que ce soit macronutriments ou micronutriments, peuvent agir directement sur le cerveau en passant la barrière hémato-encéphalique. C'est ce que vous voyez là tout en haut de ce schéma. Donc là, c'est l'exemple des acides gras polyinsaturés qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique pour aller agir sur le fonctionnement du cerveau, la neurotransmission, la plasticité synaptique, des choses que certainement vous connaissez. Mais nos signaux nutritionnels peuvent aussi agir de manière indirecte, alors via différents organes périphériques comme l'estomac. Donc, vous voyez, la distension de l'estomac participe à notre rassasiement. Ça peut agir effectivement aussi via le tissu adipeux qui va se développer et donc libérer une hormone qu'on appelle la leptine qui a un effet anorexigène. Donc là, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais voilà, c'est une chose peut-être que vous avez déjà vu dans d'autres présentations. Et il y a aussi un nouvel acteur, alors nouveau, il est plus si nouveau que ça, mais qui est aussi très important, qui est le microbiote. Effectivement, notre alimentation joue sur le microbiote et effectivement, le microbiote aussi va agir sur le fonctionnement de notre cerveau, sur le développement de notre cerveau. Et donc, dans ces effets directs et indirects, vous voyez, je vous ai remis un schéma un peu simplifié de ce que je vous ai dit juste avant. Vous allez avoir les macronutriments et les micronutriments qui vont avoir des effets directs sur des structures qui sont importantes comme l'hypothalamus, alors qui est une structure qui gère en fait notre comportement alimentaire, ainsi que le tronc cérébral, en particulier le complexe vagal dorsal, situé à l'arrière de notre cerveau.
qui sont deux structures qui sont impliquées dans la régulation de notre comportement alimentaire, à l'échelle du repas, mais aussi ce qu'on appelle une régulation à long terme, c'est-à-dire que quand on grossit, on a tendance à diminuer la taille de nos repas, notre prise de nourriture pour retrouver notre poids de forme. Eh bien, ces deux structures sont importantes dans la régulation des repas. Et nos macronutriments peuvent aussi agir sur d'autres structures du cerveau qui sont importantes, du coup, là, pour les émotions. Et ce qui est intéressant aussi dans le cadre de votre association, hein, dans le cadre de l'autisme, effectivement, qui est une composante émotionnelle, hein, comme vous le savez, eh bien, le système limbique va être une cible directe de nos nutriments et ainsi avoir une modulation voilà, de l'activité de cette structure qui va directement agir sur nos émotions. Et donc, comme je vous dis, il y a des effets directs, il y a aussi des effets indirects qui passent par différents organes périphériques et notre microbiote, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et là encore, hein, la nutrition, je vous plus axé là sur les liens entre notre nutrition, les aspects cognitifs et émotionnels. Alors, c'est bien connu, hein, on a des expressions qui résument un peu ça, hein, c'est un peu emblématique de ces liens entre la nutrition, la cognition et les émotions. Hein. On utilise tous ces expressions comme bien manger, c'est le début du bonheur, avoir la boule au ventre. Donc, ces liens entre voilà, on va dire notre tube digestif et le cerveau sont connus voilà, depuis longtemps. Maintenant, la science s'y intéresse depuis un certain nombre d'années. Maintenant, on commence un peu à comprendre les mécanismes qui relient notre cerveau à notre tube digestif. C'est ce qu'on va voir un peu en détail. Alors, juste un peu, alors je ne sais pas si, Corinne, vos auditeurs connaissent bien le système limbique ou pas, ou si je fais un rappel. Non, c'est bien, oui, ce serait bien, oui, merci. Un rappel très, voilà, très rapide. Moi, je ne ne peux pas tout détailler, comme je vous ai dit, je vais essayer d'être synthétique. Alors, le système limbique, c'est un système qui regroupe différentes structures du cerveau qui sont impliquées dans la gestion de nos émotions, de notre mémoire. Et donc, c'est un système qui est très, très important. Et dans ce système, vous avez différentes structures, hein, comme le cortex préfrontal, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'hippocampe pour la mémoire, l'amygdale dans la gestion de la peur, etc. L'aire tegmentale ventrale, pardon, dans la gestion du plaisir, etc. Donc, c'est une structure qui est compliquée, en fait. C'est un système qui est extrêmement important dans la gestion des émotions et de nos mémoires, mais qui se répartit un peu dans différentes parties du cerveau. Mais bien évidemment, ces différents noyaux, ces différentes structures à l'intérieur de ce système sont reliées. Et donc, notre alimentation agit directement en fait sur le fonctionnement de ce système limbique qui gère nos émotions. Alors, soit directement, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit indirectement, via des organes et aussi le microbiote. On le sait aussi, maintenant, c'est bien établi que effectivement, le microbiote joue sur nos émotions et que donc, effectivement, c'est une des cibles, c'est ce système limbique qui va réguler nos émotions, la mémoire, etc. Là, je voudrais juste un peu illustrer mes propos avec une étude qui a été faite en 2011, qui montre vraiment que voilà, notre alimentation joue sur notre humeur. Elle est assez emblématique, cette étude. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais la récapituler. Donc, c'est une étude qui a été faite par une équipe hollandaise en 2011. En fait, ils ont pris deux groupes de personnes. Un groupe de personnes, cette équipe a administré une solution d'acide gras à ces personnes, et il y avait le groupe contrôle. Ils ont fait écouter de la musique triste à ces personnes et ils ont noté leur niveau de tristesse, leur sensation de tristesse. Et ils se sont aperçus que les acides gras qui passaient dans l'estomac, dans le tube digestif, etc., qui étaient digérés, diminuaient la sensation de tristesse. Donc, on voit que notre alimentation, c'est une étude, il y en a d'autres aussi, qui montrent que notre alimentation joue vraiment sur nos humeurs. Et donc, on a essayé de comprendre un peu comment ça marchait. Donc, cette équipe a essayé de comprendre un peu le mécanisme. Et on sait que voilà, ça passe par le tube digestif. Et que, en fait, alors sur ce schéma, vous voyez, vous avez la lumière intestinale, l'intérieur de l'intestin où vous allez avoir les lipides. Et les lipides sont capables d'agir sur des cellules de la paroi intestinale, qu'on appelle les cellules entéro-endocrines, les entérocytes. Et ces cellules entéro-endocrines vont détecter ces lipides et vont libérer des molécules qui sont capables d'agir sur le cerveau. Alors, comment ils vont agir sur le cerveau? Soit en provoquant la stimulation et la libération d'hormones par les cellules entéro-endocrines, comme la cholécystokinine, le GLP-1. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur le... je n'ai pas de pointeur, c'est dommage.
le GLP-1 et la cholécystokinine, donc c'est ce qui est marqué CCK et GLP-1, alors GLP-1 pour glucagon-like peptide 1, donc qui sont des sortes d'hormones qui sont capables de passer dans le sang et d'aller agir sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Et ces lipides sont aussi capables donc d'agir sur l'activité des neurones qui tapissent l'intestin, qui constituent le système le système entérique, le système nerveux entérique que certainement vous connaissez. Hein, donc, vous avez des neurones qui tapissent comme ça le tube digestif, qui sont aussi sensibles du coup à notre contenu intestinal. Et ces neurones qui sont en lien avec le cerveau via le nerf vague, donc c'est le schéma juste derrière. Vous voyez ici, vous avez le système nerveux entérique qui tapisse la paroi de l'intestin et qui est directement en communication avec le nerf vague. Et donc, via ce système nerveux entérique, eh bien, des informations du contenu de notre intestinal, donc de ce qu'on mange, va agir sur notre cerveau et moduler notre comportement, nos émotions. Et dans cette étude que je vous ai montrée sur l'effet des lipides, ils se sont aperçus qu'en fait, ces lipides vont agir effectivement sur les neurones de la paroi intestinale, ça va passer par le nerf vague, et ce nerf vague va projeter dans le tronc cérébral, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la structure à l'arrière du cerveau. Et ils se sont aperçus qu'à partir du tronc cérébral, en utilisant des approches IRM, vous aviez des structures qui font partie du système limbique qui vont être activées. Et donc, directement comme ça, on montre que nos aliments, et en particulier ici le contenu lipidique, va agir sur nos émotions, sur les structures du système limbique impliquées dans nos émotions. Et donc, c'est vraiment un effet qui est direct ici, indirect, qui passe par le système nerveux entérique, par le nerf vague et qui va agir sur les émotions. Donc, vraiment un lien important entre nos émotions et ce qu'on mange. Et autre chose aussi, on sait aussi que notre alimentation va aussi jouer sur les structures centrales qui composent ce système limbique en termes de quantité de neurones, etc. Par exemple, là, vous avez une étude, alors que je vais aller très vite, où en fait, vous avez deux types des populations pour lesquelles on a pris le tour de taille, et plus le tour de taille qui reflète une certaine obésité est élevé, et moins la structure de l'hippocampe, qui fait partie du système limbique, impliqué dans la mémoire, nos émotions, il est petit. Donc, il y a vraiment aussi un effet direct de notre alimentation sur la composition de notre structure dans le cerveau. Donc, c'est extrêmement important. Ça, c'est des choses, voilà, ça date de 2005, mais depuis, ça a été bien confirmé, etc. Donc, il y a vraiment un lien alimentation sur le fonctionnement du système limbique, d'un point de vue transmission, etc., mais également sur la structure de ces différentes structures du cerveau qui composent le système limbique, en termes quantitatifs. C'est-à-dire que là, il y a vraiment moins de neurones. En termes de volume, ici, l'hippocampe, il est diminué. Plus on présente une obésité, un surpoids, et moins l'hippocampe est développé. Ce qui est important, parce qu'effectivement, derrière, ça va jouer sur la mémoire, etc. Et c'est ce qu'on voit ici aussi derrière, sur cette diapositive. Là, ce sont des photos de neurones qui sont pris dans l'hippocampe chez des personnes qui suivent un régime normal et des personnes qui ont un régime, qui sont obèses, donc qui ont un régime riche en lipides, etc. On s'aperçoit qu'il y a moins de synapses, il y a moins de dendrites. La communication se fait plus mal. Donc, vraiment un impact, on va dire, structurel, vraiment sur la matière nerveuse, sur les neurones, etc. La structure vraiment du système limbique. Et dans ces liens entre notre alimentation et effectivement l'effet de l'alimentation dans cette communication entre le tube digestif et le cerveau, on a aussi un nouvel acteur que vous connaissez très bien. Pour ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, qui est le microbiote. Vous avez eu plein d'informations là-dessus, et en particulier notre microbiote intestinal qui joue un rôle extrêmement important dans ces communications entre notre tube digestif, entre ce qu'on mange, notre tube digestif et le cerveau. Et donc, vous avez une étude qui est très célèbre, qui a vraiment mis, une des premières qui a vraiment mis le lien entre microbiote et fonctionnement du système nerveux central. C'est une expérience très simple qui a été menée par Stephen Collins, qui a fait une expérience très simple. Il a pris des souris qui présentaient des caractères différents, des souris calmes, des souris agressives. Il a pris leur microbiote, il les a échangés. Voilà, des échanges de microbiote. Et ce qu'il s'est aperçu,
c'est que les souris agressives, c'est-à-dire que les souris calmes, pardon, qui recevaient le microbiote des souris agressives, devenaient calmes. Donc les souris calmes qui recevaient le microbiote des souris agressives devenaient agressives. Et inversement, les souris agressives qui recevaient le microbiote des souris calmes devenaient calmes. Donc, c'était une première expérience qui est assez emblématique, qui montre qu'effectivement, qui suggère fortement, très fortement, que le microbiote agit sur les émotions, les humeurs, le comportement. Et quand on va plus loin, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu je crois que Joël Doré a déjà présenté ce genre de choses, mais très rapidement, il y a plusieurs voies de communication qui sont bien établies maintenant entre le microbiote et le système nerveux. Et en particulier, on sait que le microbiote, via ses bactéries, va produire des métabolites, ce qu'on appelle des métabolites. Je pense qu'ils ont bien été décrits par Joël Doré, qui est vraiment un spécialiste plus que reconnu dans le domaine. Et ces métabolites vont agir sur le système nerveux via la voie sanguine, en passant par des cellules immunitaires, via la sécrétion de cytokines, via les cellules endocrines, entéroendocrines dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous en ai un peu déjà parlé tout à l'heure, via les cellules du système nerveux entérique, et donc via le nerf vague. Et donc, par ces différentes voies, les métabolites libérés par les bactéries vont agir sur le cerveau, et dans différents aspects. Comportemental, dans la prise alimentaire. Il y a vraiment, maintenant, on a vraiment de nombreux exemples physiologiques, physiopathologiques de liens entre le microbiote et le fonctionnement du cerveau. Et un des éléments que vous connaissez bien, c'est la dysbiose. Et effectivement, on s'est aperçu que quand il y a de la dysbiose, en particulier une alimentation déséquilibrée, alors ça, c'est un point sur lequel on va discuter. On sait qu'il y a un déséquilibre du microbiote, une dysbiose entraîne des pathologies nerveuses, l'obésité. Donc, moi, je connais bien l'obésité. Donc, clairement, il y a maintenant des études qui montrent que chez des personnes obèses, le microbiote est très, très pauvre, qu'il y a un effet direct aussi sur les systèmes nerveux. Je n'en parle pas, tout à l'heure, je voulais parler de l'hypothalamus, mais effectivement sur le fonctionnement des structures hypothalamiques impliquées dans le comportement alimentaire. Donc, la dysbiose est vraiment une des bases qui explique aussi beaucoup de troubles comportementaux, que ce soit alimentaires ou émotionnels. Donc, ça, c'est un élément important, cette alimentation qui doit être équilibrée pour permettre de diversifier effectivement notre microbiote. Donc, c'est essentiel à ce niveau-là. Et ça, c'est des choses que vous connaissez très bien, je pense. Il y a aussi une étude qui date de 2015, où on s'est intéressé à un régime particulier, le régime méditerranéen, qu'on a comparé au régime Western Diet, le régime industriel. Donc, le problème du régime industriel, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui est très pauvre en beaucoup de nutriments, en micronutriments, et qui ne favorise pas une diversité microbiotique importante. Donc, on s'aperçoit clairement qu'il y a un effet sur le microbiote. Donc, je pense que vous savez que le microbiote produit aussi des neurotransmetteurs qui vont pouvoir agir sur le cerveau. Et du coup, on a des neurotransmetteurs comme la sérotonine, par exemple, qui est moins produite. La diversité microbienne est touchée. Et donc, toute cette communication cerveau, microbiote, intestin est perturbée et beaucoup moins efficace, on va dire, pour simplifier, quand on a un régime Western Diet industriel comparé à un régime méditerranéen qui permet de varier le microbiote, la production de neurotransmetteurs par le microbiote. Et donc, c'est essentiel, cette diversité microbiotique est essentielle. Et c'est un peu ce que je résume ici, ça reprend un peu le schéma de tout à l'heure, un peu plus détaillé. Là, c'est un schéma un peu récent qui date de 2020, qui a été publié dans Nature. Vous voyez, comme je vous ai dit, on retrouve les mêmes acteurs ici, où on montre qu'effectivement, une pauvreté, un microbiote altéré, va produire moins de sérotonine, par exemple, va avoir moins d'effet sur les différentes voies que je vous ai détaillées tout à l'heure. Et donc, ça va directement impliquer, comme vous pouvez voir, impacter, comme vous pouvez le voir, le système limbique, le fonctionnement du système limbique, et donc un dysfonctionnement de nos émotions. Et je pense aussi que cette communication, je ne vous ai pas dit, mais elle est dans les deux sens. Ça va de l'intestin et du microbiote vers le cerveau, mais effectivement, le cerveau peut aussi, en cas de stress, par exemple, altérer
le contenu microbiotique et donc, du coup, altérer cette boucle, ces boucles de régulation, ces schémas de régulation qu'il y a entre le cerveau et notre tube digestif. Donc, c'est un peu dans les deux sens. Il y a le stress qui peut altérer, mais effectivement aussi une altération du microbiote peut agir sur le cerveau et le système limbique. Ce schéma est très bien fait, il résume bien tout ce qui se passe, qui est assez récent, qui fait un peu l'état des lieux entre ces liens entre microbiote et fonctionnement du système nerveux. Et là, un peu pour terminer, ça résume, alors, je ne sais pas si on voit bien, l'évolution de nos connaissances entre ce qu'on mange et des désordres, on va dire, du système nerveux. Et ça a commencé depuis longtemps. Et en fait, les premières études qui faisaient les liens entre l'autisme et les problèmes on va dire, d'alimentation, etc., de lien avec le type digestif, date de 1943 et 1961. Donc, c'est des vieilles études. On sait depuis longtemps des liens entre notre alimentation et effectivement les impacts émotionnels dans le cadre de l'autisme. Ça date de 1943. Donc, vous voyez, c'est les deuxième case. Et on sait maintenant, effectivement, qu'il y a, une évolution dans nos connaissances. Effectivement, on a un rôle, on connaît un rôle maintenant du microbiote, du type digestif, qu'une alimentation pauvre, une nutrition pauvre, peu diversifiée, influence le fonctionnement du système nerveux central. Donc, c'est assez récent, ça a des années 2000-2006. Et depuis 2006, on sait qu'effectivement, une alimentation équilibrée, etc., peut servir de prévention. C'est l'important, je pense, à retenir, c'est l'aspect préventif. L'alimentation, on connaît les liens microbiote et cerveau. Et on sait que la nutrition a un rôle important dans la prévention de certaines pathologies. Et donc, c'est essentiel, effectivement, de cette hygiène alimentaire, que soit bonne, pour pouvoir, effectivement, avoir un bon fonctionnement cognitif pour les enfants, pour tous les enfants, et puis les adultes aussi. Donc, j'étais un peu bref, un peu rapide, mais j'ai essayé d'être un peu synthétique. Et puis maintenant, peut-être on peut permettre un temps d'échange. Je ne sais pas si ça va sur la présentation. Oui, c'est très intéressant. C'est un petit peu ce que je partage, ce qui se trouve voilà, dans de la documentation. Moi, j'ai une petite question toujours aussi pertinente, c'est que je vois que vous, les professionnels, que ce soit là en neurosciences, que ce soit en gastroentérologie, que ce soit avec nos chercheurs, vous relatez ces études, vous nous parlez de tout ça, mais sur le terrain, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de mise en place de... je ne parle pas de protocole parce qu'on ne peut pas faire un protocole pour plusieurs personnes parce qu'on est tous Ouais. différents, bien sûr. Ouais. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de prévention, d'information aux familles. En tout cas, il faut s'informer par soi-même, j'ai l'impression, plus que d'être aidé ou encadré. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Sur le terrain, ce n'est pas trop ça. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse difficulté. Et moi, je travaille dans un labo de nutrition, donc on est très sensible à ça. Et c'est vrai que d'un point de vue prévention, information auprès des parents sur une alimentation qui doit être bien équilibrée, qui doit être diversifiée, c'est essentiel. Et que je pense que les parents ne font pas le lien forcément entre une mauvaise alimentation et les impacts vous voyez, sur le fonctionnement. Bien sûr. Et ça, c'est assez problématique. Et je pense que ça, l'autre jour, je discutais avec une équipe marocaine de Casablanca, qui a mis, elle, en place effectivement des ateliers de prévention, où ils faisaient le lien entre l'alimentation, alors là, c'était dans le cas d'obésité, ils informaient les personnes que, en fait, ils faisaient le récapitulatif de ce qu'ils mangeaient et ils disaient, regarde, tu es obèse parce que tu manges ça, ça, ça. Je pense que c'est presque du cas par cas qu'il faudrait faire auprès des parents et des enfants pour leur dire, et reprendre un peu le régime qu'ils suivent, etc. Il faudrait presque un spécialiste en nutrition pour chaque famille, presque, je dirais. Dans les familles, parce que peu de personnes savent qu'il y a ce lien direct, nutrition et système nerveux. Et ça, effectivement, on est un peu pauvre là-dessus, malheureusement.
Qu'effectivement, chez les enfants, il y a une préférence pour des aliments sucrés, ce qui n'est pas bon. Donc là, les parents, en fait, la préférence pour les aliments sucrés fait qu'on a une dysbiose. Ah, ça va donc amplifier des douleurs digestives, des comportements autistiques chez les enfants. Et donc, c'est essentiel que les parents comprennent ça. C'est essentiel, je pense. C'est la première, voilà, je pense, la première base à avoir, quoi, Parce que pour nous, l'école. notre génération, je ne sais pas, nos parents, pour le coup, on nous a un petit peu fait prendre de l'acide folique lors de la grossesse, tout ça et tout. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément s'informer sur l'intérêt du magnésium, de la vitamine Ouais, D, de prendre là, quelques probiotiques. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Voilà, quand on n'est pas informé. oui, On oui, se... Enfin, je pense aussi à l'allaitement. Alors, il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ne l'ont pas fait, il y en a qui l'ont fait. Il y a peut-être aussi quelques césariennes qui pourraient aussi peut-être être un petit maillon de la chaîne parce qu'on n'a pas tous les anticorps par voie basse. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses mis bout tout à à fait. bout. Et après, il y a des personnes autistes qui ont peut-être été aussi allaitées, qui ne sont pas nées par césarienne, qui ont des parents peut-être qui mangent bio et vegan. Enfin, je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi beaucoup de différences dans nos familles. On n'a pas tous le même vécu. Je pense que c'est au cas par cas, hein, comme vous dites. Ouais, c'est ça, c'est au cas par cas. Et puis, il y a tellement de, comme vous dites, là, vous voyez tout ce que vous citez, il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrées. Il y en a une qu'on peut maîtriser, c'est l'alimentation. Je pense que celle-là, elle est maîtrisable. C'est Je pense vrai. que il faut qu'en termes de prévention, comme là, c'est depuis une dizaine d'années, on sait que voilà, la prévention est importante. Et effectivement, varier les micronutriments, on sait que les micronutriments sont importants. Et ce qui est essentiel, c'est que voilà, il faut arrêter cette nourriture industrielle. C'est clair, moi je me bats pour ça, cette nourriture industrielle. Là, on sait que ça engendre un microbiote pauvre, ça fournit en termes de nutriments, micronutriments, mais c'est très très pauvre, quoi. Alors vous allez avoir des nutriments, vous allez avoir des lipides. Mais comme je vous ai dit, je vous ai mis des exemples, vous avez des exemples, c'est terrible. Donc c'est essentiel. Si on pouvait agir déjà sur une entrée, on peut Bien sûr. maîtriser, ça peut être bien déjà, vous voyez. Après, Parce il y a lipides et lipides parce que oui, il ne faut pas non plus prendre une tonne d'huile d'arachide, de que, tournesol, de l'huile transformée, de l'huile de maïs, mais il y a aussi les bons lipides. Il y a l'huile tout à de fait. colza qui est bonne en oméga 6, l'huile d'avocat. D'ailleurs, on a besoin de gras pour, Ah oui, non, je pense, la barrière hémato-encéphalique. j'ai pas dit qu'il fallait les arrêter. Voilà, c'est qu'il y a le J'ai pas bon dit, faut gras. pas les arrêter. Il faut en Mm. prendre, c'est essentiel. Les glucides sont essentiels, les protéines sont essentielles, les micronutriments sont essentiels. Est-ce que Et vous avez une étude qui parle de l'importance d'une protéine le matin? Parce que c'est ce que nous faisons. Et est-ce que vous avez une alors, explication à ça? j'ai des explications. Effectivement, les protéines, et ça, c'est encore récent aussi, ça date des années 2010, hein, c'est très, très récent. On sait qu'effectivement, notre corps, et en particulier le cerveau et l'hypothalamus, tout à l'heure, je parle de l'hypothalamus, il est capable de sentir le niveau de protéines. C'est-à-dire que si on est en déficience en leucine, par exemple, surtout la leucine, beaucoup la leucine, eh bien on va avoir tendance à plus manger. Si on est en surplus, on mange moins. Et donc, c'est essentiel aussi d'avoir un apport protéique important et bien équilibré. Mm. Pas manger que des protéines, parce que c'est pas mou, mais avoir un apport protéique, c'est essentiel aussi. Et maintenant, on sait aussi que les protéines agissent sur le fonctionnement du cerveau, etc. Tous les nutriments sont importants. Mm. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, il faut avoir Bien une sûr. nutrition. Parce que dans le problème de la nourriture industrielle, je vous dis, c'est très riche en certains lipides et pas les bons forcément, hein, bien Mm. évidemment. C'est très riche en sucre, etc. Donc, c'est pas bon. Mais c'est essentiel d'avoir du sucre, essentiel d'avoir des protéines, voir s'il y a des déficiences. Il peut y avoir aussi des enfants qui ont certaines déficiences, etc. Le mieux, c'est voilà, d'essayer de trouver un bon équilibre en termes en termes de teneur en fait, sanguine en protéines, en lipides, en glucides, en vitamines. Hein. On oublie beaucoup les micronutriments, mais les micronutriments sont essentiels. Hein. Mm. Vitamine B12, la vitamine D est essentielle, effectivement. Le folate. Donc, il faut surveiller tout ça. Il faut surveiller tout Et ça. Ouais, excusez-moi, ça avait coupé. Oui, je vous ai coupé la parole. Excusez-moi, je n'avais pas le bon retour. Ah, non, Oui, non, pour allez-y. l'intérêt de surveiller, voilà, comme vous dites, les vitamines B6, B9, B12, c'est lié au cognitif. Ouais. Voilà.
Ah oui, je voulais Un peu. aussi dire l'importance aussi, peut-être aussi j'essaie de passer des messages aux familles, tout ça, c'est que, par exemple, je pense pas que nos grands-parents ou nos parents avaient des jus de fruits matin, midi et soir, et je pense que ça apporte quoi de bien. Enfin, vous voyez, c'est peut-être agressif pour notre diabète, pour la glycémie, alors que manger un fruit, on va prendre 10 minutes pour le manger. Et puis, un jus de fruit, ça vaut jamais un fruit. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Parce que je vois au parc, moi, à 17 heures, ils ont tous un jus de fruit. 17 heures, c'est bientôt le soir. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout Ouais, pas- En fait, intéressant, quoi. ouais, je suis un peu d'accord avec vous. C'est un peu la solution de facilité. Surtout que les jus de fruits, c'est pas forcément, je vois quel jus de fruits parler, c'est pas forcément ce qui est bon, hein. Mm. Bah, Surtout c'est que du sucre manger, en barre, quoi. ah, c'est ça, c'est ça. Mm, Et mm. surtout, ce qui est, alors ça, c'est des choses que je n'ai pas montré, hein. Manger sucré avant le repas, 17h, 18h, c'est pas bon. C'est-à-dire que ça perturbe notre comportement alimentaire, notre repas. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas donner aux enfants des jus de fruits ou des bars ou des goûters vers 18h. Bon, il est à Ouais, 16h, vous pouvez leur donner, mais plus vous avancez près du repas, et plus ça perturbe en fait, votre repas. ouais. Et donc, il faut éviter ces jus de fruits à 4h, 5h. Mm, mm, mm. C'est bien d'avoir des jus de fruits, ça apporte des vitamines, ça apporte des glucides, etc. C'est important, hein. Je ne dis pas qu'il faut les interdire, mais déjà, des jus de fruits qui pouvaient être voilà, issus de fruits, un petit jus d'orange le matin, moi, je donne à ma fille un petit jus d'orange le matin. Je ne vais pas lui donner des jus d'orange dans des alus, hein. Ce ne serait pas de marque, mais Oui, les jus oui. d'orange Mm, industriels, il faut éviter aussi parce qu'ils sont mm. chargés en sucre, etc. Donc Ouais, ça, voilà, là, ça fait partie de ce qu'on discute, hein. bien C'est sûr. l'éducation alimentaire qui est une base essentielle. Oui. Essentielle, et ça, c'est un combat qu'on doit tous mener, hein, Mm. aussi bien que le pouvoir public. Ouais, Et souvent aussi, on voit un lien aussi entre le niveau social, c'est-à-dire le revenu et l'alimentation. On sait qu'il y a bien sûr. des seuils, Bien on sait que sûr. dans les quartiers nord, bah, on va avoir plus tendance parce qu'on a moins accès à de la diversité nutritionnelle, à prendre la solution de facilité. Et donc, il y Mm. a vraiment un combat qui est vraiment important à livrer. Apprendre à lire les étiquettes, à comparer les taux de sucre, voilà, c'est important. Oui, oui, Mm. c'est essentiel Mais et je pense que je ça devrait être. partage, hein, je partage de temps en temps en famille, voilà, des liens aussi sur toutes ces informations-là. Bah, en tout cas, C'est merci essentiel. beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Je vais le partager évidemment. Et puis, c'est bien illustré. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous et de soutenir l'association. Merci, c'est important. Mm. Bravo pour le travail aussi, c'est important. Essentiel. Merci en tout cas, hein. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée.